Imagine-toi la plus grande armée française de tous les temps jamais réunie, plus de 500 000 hommes qui vont traverser l'Europe pour faire face aux Russes avec Napoléon. Je parle bien sûr de la bataille de Moskova, ou comme certains l'appellent à tort, la bataille de Borodino. En 1812, Napoléon était considéré comme étant le maître de l'Europe. Mais son ascension, aussi fulgurante soit-elle, a failli être interrompue à plusieurs reprises par des boulets de canon, des balles, ou même par la guillotine. Napoléon s'est mis en tête d'envahir son ancien allié russe avec la plus grande armée que l'Europe n'ait jamais connue. Mais pour l'empereur français, le coup décisif reste hors de portée. La résilience des Russes ne ressemble à rien de ce qu'il avait connu auparavant. Je vais éviter de vous spoiler toute la vidéo dès le début, mais je peux déjà vous dire que l'armée de Napoléon va extrêmement souffrir de cette guerre et qu'elle va entamer la retraite la plus infâme de son histoire. Nous sommes en septembre 1812. 10 semaines s'étaient écoulées depuis que Napoléon avait envahi la Russie avec plus d'un demi-million d'hommes. L'empereur français voulait une victoire rapide sur les Russes. Une victoire qui obligerait l'empereur Alexandre à faire la paix et à accepter les conditions françaises. Mais déjà à Vitebsk puis à Smolensk, l'armée russe en infériorité numérique avait échappé de peu à ses griffes. La ville sainte de Smolensk avait été pratiquement détruite. Napoléon s'était avancé profondément en Russie, mais ces mois de marche ont suffi à laisser son armée décimée par les maladies et par l'épuisement. L'été étant pratiquement terminé, il ne lui restait que la moitié de son armée d'origine. Avant que la vraie guerre, donc la bataille de Moskova, ne commence, il avait déjà perdu plus de 250 000 hommes. Mais finalement, à 115 km de Moscou, dans le village de Borodino, les Russes ont enfin décidé d'arrêter de fuir comme des fiottes et se sont retournés pour combattre. Jusque-là, ils avaient utilisé leur fameuse politique de la terre brûlée. Cette stratégie que les Russes utilisent déjà depuis des centaines d'années leur permettent de brûler toutes les terres cultivables pour laisser mourir de faim l'armée adverse jusqu'à ce qu'ils décident qu'il est temps de les attaquer. Et je peux vous le dire, ça fait vraiment des ravages. Mais le fait que les Russes se retournent était une aubaine pour Napoléon qui espérait avec ceux-ci mettre fin à la guerre et porter le coup décisif sur les Russes. L'armée russe était commandée par le général Kutuzov, un vétéran borgne de 67 ans. Il occupait une position défensive sur les deux routes principales menant de Smolensk à Moscou. La première armée du général Barclay de Tolly était sur la droite. Son front était protégé par la rivière Kalatcha, qui, escarpée mais peu profonde, était ainsi facile à franchir. La deuxième armée du prince Bagration était à gauche, une position plus ouverte, mais renforcée par d'importants travaux de terrassement appelés la Grande Redoute, et aussi par ce que les Français appelaient les flèches, car tenez-vous bien, ça avait des formes de flèches. Une autre redoute avancée à Shevardino devait retarder l'avancée des Français. Les historiens contestent toujours la taille de l'armée russe, mais il est probable que Kutuzov avait environ 121 000 hommes et 680 canons à Borodino. Le 5 septembre, l'armée de Napoléon commença à arriver de l'ouest, environ 130 000 hommes et 585 canons. Napoléon vit rapidement que la redoute de Shevardino devait être prise avant de pouvoir déployer son armée et ordonna un assaut immédiat. L'attaque a été menée par la 5e division Compan du 1er corps, soutenue par le 5e corps polonais au sud. Après des heures et des heures de violents combats, la redoute a changé de main plusieurs fois. Mais, tard dans la soirée, les Russes se sont finalement retirés sur leur ligne principale et la redoute est tombée aux mains des Français. Sa capture a coûté la perte de 4000 soldats français et d'environ 6000 soldats russes. Napoléon a notifié que très peu de Russes avaient été capturés et faits prisonniers, ce qui était un signe inquiétant de la détermination ininterrompue de l'ennemi. Ah, ils étaient chauds les Russes, ils voulaient en découdre. Les deux camps ont décidé de faire une petite trêve officieuse et ont passé la journée suivante à se préparer au combat. Le maréchal Davout, commandant le 1er corps français et largement considéré comme le subordonné le plus capable de Napoléon, a appelé l'empereur à utiliser son corps pour lancer une large attaque de débordement vers le sud. Il a donc pris Napoléon, l'a foutu dans un canon et l'a balancé sur l'ennemi. Mais bien sûr que non, c'est une blague. En fait, lorsque je vais parler de 1er corps ou de 5e corps, ce sont juste des unités où il y a plusieurs divisions à l'intérieur. Napoléon a rejeté l'idée comme trop risquée et a plutôt commencé à se préparer à un assaut frontal massif sur les défenses russes. Peu après l'aube du 7 septembre, des prêtres orthodoxes ont défilé l'une des icônes les plus sacrées de Russie, Notre-Dame de Smolensk devant l'armée russe. C'était un spectacle émouvant pour de nombreux soldats russes dévoués, dont des milliers ne vivraient pas pour voir
voir le crépuscule. La bataille commença à 6 h du matin, alors que les bataillons français ouvraient une canonnade assourdissante contre les défenses russes. Le 4e corps d'Eugène s'avança sur le village de Borodino, tenu très timidement par les Jägers de la garde impériale russe. Après avoir nettoyé le village, son infanterie traversa la rivière et s'avança vers la Grande Redoute, mais elle fut repoussée avec de lourdes pertes. Les Russes ont brûlé le pont sur la rivière sans pour autant lancer de contre-attaque, et Eugène a pu en profiter pour déplacer des canons dans le village pour mettre feu de côté sur la Grande Redoute. Au centre, le 1er corps de Davout a commencé son avance contre les flèches, exposé à d'innombrables coups de canon et de tirs ennemis, tandis qu'à droite, le 5e corps polonais qui avait pour ordre de prendre Utitsa s'est retrouvé bloqué dans les bois et les ravins. Leur lente avancée a permis au 3e corps de Tutchkov d'envoyer une division au nord pour renforcer les défenses fléchées. Kutuzov, qui avait son quartier général à Gorki, ne participa même pas à la bataille et laissa ses subordonnés prendre les décisions stratégiques et tactiques. Il est dit que le général Kutuzov s'était tellement chié dessus sur cette guerre, sur cette bataille, il avait tellement eu peur qu'il s'était caché pendant toute la guerre dans sa tente. Ses subordonnés Barclay et Bagration avaient passé la majeure partie de l'été à se disputer furieusement sur la stratégie. Mais à l'heure de la crise, ils ont mis leurs différences de côté. Ils ont pu voir que la principale attaque française tombait sur le centre gauche des Russes. Alors Barclay a ordonné au 2e corps sud du général Bagovut de renforcer Bagration. Le combat autour des flèches s'intensifièrent. Alors que les Français s'emparèrent d'un des travaux de terrassement, ils ont été chassés par une contre-attaque russe. Davout lui-même a été blessé dans les combats en tombant de son cheval mourant, mais il a refusé de quitter le terrain. Quel brave homme! Lorsque la cavalerie russe contre-attaque, le maréchal Murat lui-même conduit la cavalerie française à leur rencontre, et le 3e corps d'armée se joint également à l'attaque des flèches. Une charge des cuirassiers russes contraint Murat à s'abriter dans un carré d'infanterie Wittenberg. Murat, avec sa robe flamboyante et son courage téméraire, s'était même fait un nom parmi les Russes. Les Cosaques en particulier le considéraient comme un esprit apparenté, autrement dit un esprit qui se voit à l'œil nu, et ils voulaient absolument le capturer vivant s'ils le pouvaient. Au sud, les troupes polonaises ont pris Utitsa que les Russes ont incendié avant de se retirer, mais les renforts du général Bagovut sont arrivés juste à temps pour consolider le flanc russe. Vers 10 h du matin, Eugène lance une nouvelle attaque sur la Grande Redoute qu'il a brièvement réussi à capturer avec la 1re division de Morand. Mais ces hommes se sont fait expulser par une féroce contre-attaque russe. Le commandant d'artillerie de 27 ans de l'armée russe, le général Koutaïsov, a été tué à la tête de l'une de ces contre-attaques. Une mort héroïque, mais un coup dur pour l'organisation de l'artillerie russe pour le reste de la journée. Les combats continuent de faire rage autour des terrassements de flèches. Certains comptaient jusqu'à 6 assauts français majeurs, impliquant 45 000 soldats avec des centaines de canons des deux côtés tirant dans les rangs serrés. Plus d'une fois, l'infanterie française s'est frayé un chemin dans l'une des positions russes pour être chassée à nouveau à la pointe de la baïonnette. Le corps westphalien de Junot a été envoyé en avant en soutien, aidant à dégager les tirailleurs russes des bois au sud. Le général Bagration était proche de l'action, surveillant la défense des flèches, menant des renforts avancés et ordonnant des contre-attaques. Vers 10 h du matin, il a été touché à la jambe par des fragments d'obus. Mortellement blessé, il a été transporté hors du terrain de bataille. Secoué par la perte de leur commandant emblématique, l'infanterie russe épuisée a commencé à se retirer. Et c'est ce qui a permis aux Français de finalement réussir à prendre les flèches. Le maréchal Murat mena alors la division Friant, dernière réserve du 1er corps, appuyée par des vagues de cavalerie lourde sur les deux flancs. Les grenadiers russes formaient des carrés pour repousser les cuirassiers français, tandis que leur propre cavalerie de garde combattait les Français dans une mêlée géante et confuse, avec de lourdes pertes des deux côtés. Les Russes ont résisté avec obstination, mais l'assaut combiné de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie française s'est avéré irrésistible. Alors que les Russes se retiraient, l'infanterie de Friant se fraya un chemin dans le village de Semenovskaya. Le centre russe était en plein désarroi et semblait sur le point de se briser. Le moment était sûrement venu pour Napoléon de porter le coup de grâce. Pendant la majeure partie de la journée, Napoléon est resté à son quartier général à Shevardino. Ceux qui l'entouraient ont dit plus tard que la maladie, ainsi que les efforts de la longue campagne, l'avaient laissé fatigué et irritable. Et en plus, on sait que Napoléon c'était déjà un gros nerveux. Alors que le centre russe se déformait, Murat et son état-major le pressèrent d'envoyer sa dernière réserve, la garde impériale. L'empereur a refusé. S'il y a une autre bataille demain, où est mon armée? Mais il a fait une exception avec Barclay, qui continuait lui à déplacer des troupes de son aile droite non engagées pour renforcer le centre. Alors que le 4e corps d'Osterman Tolstoï arrivait derrière le centre russe, les observateurs français craignaient qu'ils se réunissent pour une attaque. Napoléon fit donc avancer l'artillerie de la garde du général Sorbier. Ses batteries ont ouvert un feu dévastateur sur l'ennemi. Pourtant, alors même qu'ils étaient fauchés dans leur rang, l'infanterie russe a tenu bon. Du côté droit russe, tout est resté silencieux. Alors le général Platov
Platov, commandant des Cosaques du Don, lui a proposé de mener une attaque contre le village légèrement défendu de Borodino. Autorisation reçue, les généraux Platov et Uvarov ont mené une force de 8000 Cosaques et la cavalerie à travers la rivière Kalacha. Ils sont tombés sur les troupes françaises et italiennes autour de Borodino, semant la panique et le désordre. Le 3e corps de cavalerie de Grouchy a dû reculer de l'autre côté de la rivière pour chasser les Russes. Les commandants russes ont vu ce raid comme une occasion manquée, mais cela avait retardé la prochaine attaque française d'environ 2 heures. Et elle avait aussi peut-être rassuré Napoléon sur le fait qu'il garde sa réserve. Vers 15 heures, les Français lancent leur plus gros assaut à ce jour sur la Grande Redoute. Les artilleurs russes ont visé l'infanterie française qui avançait vers leur front, permettant à la cavalerie française de déborder la redoute et de la charger par l'arrière. La cavalerie saxonne était la première, abattant l'infanterie et les artilleurs russes presque jusqu'au dernier homme. Aucune pitié. Ce fut un exploit étonnant des cavaliers contre toutes les règles de la guerre, et aussi un témoignage de la férocité des combats. Alors que l'infanterie d'Eugène consolidait son emprise sur la redoute, il ordonna d'avancer toute la cavalerie disponible pour exploiter ce succès. Mais ils ont été contrés et contrôlés par les dernières réserves de cavalerie russe. Eugène implore maintenant Napoléon d'engager la garde impériale. Mais encore une fois, l'empereur a refusé. « Je ne détruirai pas ma garde », a-t-il déclaré à son état-major. « Je suis à 800 lieues de France et je ne risquerai pas ma dernière réserve. » À 17 heures, les deux armées étaient dans un état d'épuisement total. Le champ de bataille était jonché de morts et de blessés. Les équipages de canons s'effondraient de fatigue. À l'approche du crépuscule, les combats s'arrêtèrent lentement sur le champ de bataille. Napoléon et l'armée française s'attendaient à ce que les combats reprennent le lendemain. Mais à l'aube, Kutuzov, ayant appris toute l'ampleur horrible des pertes russes, avait ordonné un retrait. Les pertes des deux côtés étaient énormes. Les victimes russes sont estimées à 44 000 hommes. Du côté français, on estime 30 000 soldats morts au combat et 49 généraux morts. Borodino serait le jour le plus sanglant des guerres napoléoniennes. L'armée russe ne pouvait pas mener d'autres batailles avant d'avoir reçu des renforts majeurs, et c'est ainsi que Kutuzov a décidé qu'il devait abandonner Moscou. Le 15 septembre, une semaine après sa victoire à Borodino, Napoléon entre enfin dans la ville. Il la trouve pratiquement déserte et déjà, les premiers incendies commencent. Et oui, ils ont relancé ça, la politique de la terre enflammée, la terre brûlée. C'en est fini pour cette vidéo et pour cette histoire de la bataille de Moskova. Dites-moi en commentaire les faits historiques ou les batailles que vous voulez que je vous fasse. Et oui, votre voix compte car cette vidéo était aussi un commentaire à la base. L'idée m'a été donnée par un abonné. Et en parlant d'abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, à ciao, bonsoir.